Merci à tous de votre venue. Donc on va parler aujourd'hui avec un panel d'exception. On a la chance de reconnaître des experts aussi aujourd'hui qui sont venus de Paris aussi. Merci Madame de France d'être avec nous. Donc je vous laisserai vous présenter par la suite. Merci professeur, merci aussi Monsieur Avrin. On est ici pour parler de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. Et c'est un sujet, je pense, qui nécessite des explications. Il y a beaucoup de fantasmes derrière tous ces sujets. Et le thème, c'est IA et sécurité, demain, tous fliqués. C'est, je pense, une petite musique qu'on a dans notre tête. Et nos experts sont là pour démystifier. C'est le but aussi de ce salon. Donc, ce que je vous propose, c'est de déjà se présenter. Madame de France, je vous laisse l'honneur. Bonjour à tous. Merci infiniment pour cette invitation. J'en suis très honorée. Donc, effectivement, je travaille à la Gendarmerie nationale, à la direction centrale, auprès du coordinateur d'intelligence artificielle pour la Gendarmerie nationale. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne en fait justement les gendarmes à disposer de certains outils d'intelligence artificielle. Au-delà de cette disposition technique, on les forme. Et puis aussi, grande mission gendarmerie, c'est participer à l'acculturation auprès de la société et donc participer aussi à assainir le débat sur le numérique. Parce qu'on en discutera bien évidemment, il y a beaucoup de fantasmes et c'est pour ça que je me retrouve à une conférence sur « Sommes-nous tous fliqués ?» Voilà. Pour un gendarme, c'est cocasse. Merci Madame de France. Monsieur Avrin, on vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors malheureusement, c'est en distanciel. J'aurais voulu être là physiquement, mais il y aura bien sûr d'autres opportunités. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Donc Guillaume Avrin, coordinateur national pour l'IA depuis janvier 2023. Essentiellement des subventions pour soutenir les stratégies de développement d'acteurs de l'intelligence artificielle sur le territoire national, mais également des accompagnements qui peuvent se faire sous la forme de commandes publiques ou d'investissements en capital. Donc première mission, une mission d'investissement avec un budget d'1,5 milliard d'euros dans le cadre de ce qu'on appelle la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA. Je pourrais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Ensuite, une deuxième mission qui est une mission de coordination interministérielle pour s'assurer qu'il y a bien une cohérence dans l'action publique sur l'IA, à la fois en termes d'action et de communication entre les ministères. Donc on a notamment un comité de pilotage et un comité stratégique associé à la stratégie nationale pour l'IA qui représente 8 ministères. Et bien sûr, le tout se fait en s'appuyant sur les expertises présentes en intelligence artificielle au sein des administrations. On peut penser par exemple à la direction de programme intelligence artificielle de la DGE sur le volet plutôt économique, Ecolab au MTE pour la partie justement maîtrise de la soutenabilité des déploiements de technologies d'intelligence artificielle et d'IA frugale, la DGRI et la DGSI pour les aspects recherche et formation en IA. Bien sûr, tout ça se fait aussi en lien avec le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement. Donc voilà, on essaie de fonctionner avec l'ensemble de l'administration et des différents services de l'État pour optimiser l'impact de cette stratégie nationale pour l'IA. Et dernière mission, c'est une mission plutôt d'animation et de mise en relation au sein de l'écosystème IA. Voilà pour la courte introduction. Merci pour cette présentation. Effectivement, on voit que c'est un sujet aussi qui préoccupe le gouvernement aussi sur ses impacts. Ce sera la conférence de 11h. Alors, professeur aussi, je vous laisse terminer ce tour de table. D'abord, merci pour cette invitation. Donc, je suis professeur à l'UTT, donc Université de technologie de Troyes, dans laquelle j'assure en fait la responsabilité en fait d'une équipe de recherche en fait sur la modélisation et sûreté des systèmes. Et aussi directeur adjoint d'un laboratoire d'informatique à l'UTT. Donc c'est un laboratoire en fait qui s'occupe de toute la chaîne de du traitement de la data en fait depuis l'acquisition jusqu'aux usages. Et également en fait j'assure en fait des formations machine learning, deep learning et vision par ordinateur. Et depuis 2017 en fait j'ai cofondé en fait une start-up en fait qui commercialise en fait qui déploie des solutions de vision par ordinateur.
Donc avec deux verticales, donc il y a tout ce qui est sécurité et aussi en fait tout ce qui est industrie du futur. Et en fait l'idée c'est vraiment déployer l'intelligence artificielle pour aider les opérateurs en fait dans leur mission, surtout en fait pour traiter la donnée. Également en fait à l'UTT je suis responsable du plateforme, c'est la plateforme capteur CapSec, c'est capteur pour la sécurité, où en fait on apporte en fait des solutions justement pour rendre les capteurs intelligents. Donc voilà, c'est le déploiement de l'intelligence artificielle pour augmenter la capacité des capteurs. Merci pour cette présentation. Merci à nos 3 intervenants. Alors, on peut faire une petite note de contexte avant de rentrer dans les questions. En fait, je pense qu'on a tous dans un coin de sa tête de se dire que l'IA, est-ce que c'est un outil pour nous surveiller ou un outil de sécurité? Et on marche un peu, je pense, sur cette ligne de crête dans cette approche qu'on pourrait avoir de cette problématique. Et on va essayer de le parcourir avec les invités de ce matin. Alors, en note de contexte, je pense que vous êtes tous au courant peut-être de cette histoire qui s'est passée à l'armée américaine. Donc, ils ont fait des tests avec des drones. Donc, c'était de la simulation de drones qui avait pour mission d'aller traiter une cible en autonomie. Donc, c'est un drone autonome qui a été lancé, donc simulation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le drone s'est retourné et a abattu son pilote. Parce qu'il s'est dit, en fait, j'ai un pilote, donc je ne suis pas autonome. Donc ils ont relancé la simulation, ils ont dit maintenant, on va mettre une ligne, c'est interdit de tirer le pilote. Voilà. On le programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le drone, il a détruit les tours de communication. Parce qu'avec des communications, on pouvait décider d'arrêter sa mission. Donc on voit aussi que l'algorithme va prendre une forme de contrôle sur l'humain, et le cadre éthique est forcément indispensable, et les barrières qu'on peut mettre à tout ça. En Asie, vous connaissez tous le crédit social chinois. Le crédit social, c'est que les Chinois ont une note, et en fonction de leur comportement, leur note va monter ou baisser. Récemment, c'était The Guardian qui disait que déjà en 2019, 23 millions de Chinois ne pouvaient plus prendre l'avion ou le train parce qu'ils avaient une note trop basse. Parce qu'ils n'avaient pas traversé au passage piéton, parce qu'ils n'avaient pas pris des nouvelles de leurs parents, parce qu'ils n'avaient pas trié leurs poubelles. Tout ça, c'est piloté par un algorithme d'intelligence artificielle qui va monitorer leur vie, finalement. Il y a un très très bon documentaire, je vous invite à regarder, ça s'appelle « Ma femme a du crédit ». C'est un Français qui vit avec une Chinoise sous crédit social et qui explique sa vie. « Ma femme a du crédit », c'était sur Arte, et vous le retrouvez sur YouTube facilement. Chez nous, en France, on a les Jeux Olympiques. Je pense que Madame de France pourra nous en parler aussi. Jeux Olympiques qui approchent et qui forcément nécessitent beaucoup de sécurité, de surveillance. Alors là aussi, le dilemme se pose. Et le but, c'est de célébrer ces Jeux en toute sécurité. Entre liberté individuelle et sécurité publique, le dilemme semble insoluble. Alors, Monsieur Avrin, je vais commencer par vous. On parlait d'abord des enjeux nationaux. Vous représentez bien sûr l'administration et quelle vision porte le gouvernement sur cette problématique. Comment la Direction générale des entreprises à laquelle vous faites partie perçoit-elle l'équilibre entre surveillance et sécurité grâce à l'IA? Merci beaucoup pour cette question. Il faut justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de reprendre le titre de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, qui est diffuser l'IA dans l'économie et dans la société. Donc à partir du moment où il y a un objectif de diffusion, c'est qu'on est déjà persuadé au départ que il y a une capacité, une opportunité de progrès économique et social associé au déploiement de l'intelligence artificielle, et que bien sûr il faut pas faire n'importe quoi. Je pense que dans les IA Act, on sait qu'on a une régulation par les risques et les usages. Je pense que c'est un peu ça qui est visé, c'est-à-dire que on peut très bien utiliser des systèmes d'intelligence artificielle dans des applications à haut risque. Il faut que ce soit maîtrisé, très éloigné des différents cas d'exemple que vous avez pris. Donc voilà. Bon, je pense qu'on pourra revenir sur cette discussion, mais c'est essentiellement une question d'usage et de maîtrise de ces usages plutôt qu'une question technologique propre à l'intelligence artificielle. Mais donc en tout cas, cet objectif de diffusion de l'IA dans l'économie, nous on traite selon 3 aspects qui vont rejoindre la question que vous avez posée. Un premier aspect qui est la formation, à la fois des experts et des spécialistes de l'IA, mais également de ce qu'on appelle les IA plus X, donc des acteurs qui vont disposer d'une double compétence entre leurs métiers d'origine. Ça peut être des médecins, des avocats, des pharmaciens, des chargés de maintenance, compléter leur formation par une formation en intelligence artificielle pour bien intégrer ces technologies d'IA dans leur métier au quotidien. Donc pour dire que ça se passe du bac au bac+8 et y compris d'ailleurs en formation continue
de parité, d'obtenir une réelle parité homme-femme dans les métiers de l'intelligence artificielle et donc dans aussi les formations, les carrières académiques, enfin les formations académiques en intelligence artificielle. Et ça, on pense que il y a l'essentiel de l'effort en fait se situe avant le bac plutôt que dans les formations du supérieur. Donc la formation, ce sera certainement, à mon avis, un des aspects importants pour s'assurer que l'usage qui est fait de ces technologies d'intelligence artificielle est bien maîtrisé, qu'on a une bonne vision des avantages et des limites des technologies d'IA. Donc formation, soutien à l'offre deep tech avec des objectifs bien sûr de robustesse et de résilience associés à la technologie et enfin le rapprochement entre l'offre et la demande via l'activation des intermédiaires de confiance, les centres d'essai, les organismes de certification, les juges, les avocats, etc. Peut-être que je termine là ma réponse et j'essaie de me reconnecter. Ça marche, on revient vers vous juste après. Je me tourne vers vous, Madame de France, sur l'IA dans les forces de l'ordre. Et donc, en fait, on peut se demander comment la gendarmerie nationale justifie l'usage de l'IA. Peut-être des chiffres. En 2023, le nombre d'escroqueries est plus élevé dans le cyberespace que dans la vie réelle. Le World Economic Forum a publié un chiffre, plus de 900% d'augmentation de vidéos frauduleuses par an. C'est énorme. Donc, il y a un vrai sujet d'authentification des images et de l'information que vous voyez sur Internet. Et puis, depuis à peu près 5 ans, en fait, on voit qu'il y a une augmentation de près de 43% justement des faits de délinquance sur le cyber. Du coup, en réalité, la gendarmerie, elle ne fait suivre aussi que l'évolution des menaces. Et ces menaces-là, elles se numérisent. Et ce que demande en fait la population, parce que elle a avant tout, c'est dans son ADN, c'est une mission régalienne, c'est de protéger la nation. C'est justement d'être toujours plus réactif quand il s'agit de menaces, donc de cette menace numérique, et d'être toujours plus précis. Et puis on le voit dernièrement, elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc du coup, l'intelligence artificielle, elle va apporter cette précision, cette meilleure réaction aussi dans l'action, et ça lui permet d'évoluer au regard de cette menace qui se numérise et de ces délinquants et de ces criminels qui sont quand même de plus en plus créatifs. Moi, il y a un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur, qui est tout ce qui est pédocriminalité. Il y a un fait, c'est qu'on pose des photos sur les réseaux sociaux de nos enfants et que ça nourrit en fait des sites internet. Il y a un très bon reportage qui a été réalisé et que vous pouvez voir sur France 5 là-dessus. Et donc la gendarmerie, elle a le devoir, elle a l'obligation, puisque en fait c'est sa nation qui lui demande de pouvoir réagir justement à ces phénomènes. Si je prends celui de la pédocriminalité, mais c'est celui qui parle le plus, et parce que chacun de nous, un jour, a transféré des photos de ses enfants, a mis des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux pour avoir un like ou pour diffuser une information de tout va bien, mes enfants sont là, ils sont beaux et ma vie est superbe. Et bah ce fait-là, voilà, ces photos-là, ensuite elles se retrouvent effectivement sur des sites internet qui sont pas désirables. Voilà, il y a plein d'autres sujets bien évidemment, mais celui-là permet de comprendre aussi que la gendarmerie essaie le plus possible de suivre effectivement cette numérisation de la société. Voilà. Ça suit l'évolution en fait des criminels, les nouveaux criminels, les nouvelles formes de criminalité. Donc la gendarmerie se doit de suivre cette tendance, mais on peut penser aussi de se dire est-ce que finalement, je vous laisse le micro pour suivre votre réponse. C'était sur est-ce qu'on n'est pas finalement en train de prendre dans un gros filet sous la recherche de la pédocriminalité, on est tous d'accord que ça doit être traqué durement, dans ces filets d'aller vers une surveillance excessive? Je suis toujours... c'est vrai que j'entends, j'entends ces sujets de surveillance et de contrôle. Finalement, moi, je suis une citoyenne qui est arrivée à la gendarmerie il y a 2 ans.
Et puis, j'ai vu ce qui se passait dans cette institution. Je vois en réalité ni contrôle ni surveillance. En réalité, comment ça se passe concrètement ? C'est, on regarde le besoin terrain, augmentation des escroqueries, effectivement, menaces des drones, ensuite, effectivement, menaces sur les réseaux sociaux, arrivée des grands événements comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde. Donc, du coup, il faut sécuriser parce qu'il y a une vraie demande de protection. Et je vois, en fait, ce besoin-là terrain remonter jusque dans les équipes de recherche et dans les organisations techniques et dire ok, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette menace et puis surtout pour soulager le gendarme afin qu'il réponde aussi de manière la plus performante possible et le plus rapidement possible. Voilà. Alors parfois on parle souvent de contrôle et surveillance parce qu'on a un regard très européen sur ce qui se passe en Chine aussi. Attention à ça. Hein. On n'a pas du tout le même régime, pas du tout la même politique et on ne suit pas du tout les mêmes objectifs. On pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez. Mais en réalité, je vois surtout vraiment une gendarmerie qui est obligée d'innover, à la fois pour protéger sa population, pour sécuriser un cyberespace, et puis également pour des enjeux de souveraineté. Donc elle doit protéger cette nation, son territoire et son pays. Donc on pourra revenir de manière plus précise là-dessus. Et ces 3 missions, en tout cas, n'invitent pas, je pense, à des réflexions très excessives sur la surveillance excessive d'eux, parce qu'en fait, quand on parle de fliquer, c'est l'excès dans la surveillance ou l'excès dans le contrôle. Pour moi, il y a un équilibre qui a été trouvé et qui est au-delà d'être voulu, en fait, est obligé, puisque plus que toute autre institution, elle est cadrée par la loi. En fait, toutes les actions des gendarmes sont cadrées par la loi. Voilà. Merci. Vous avez tendu une perche pour le professeur Snoussi, qui a une double casquette, finalement, à la fois professeur, donc qui va former des futurs ingénieurs, des futurs développeurs de demain qui vont programmer ces algorithmes, et en même temps vous dirigez une entreprise qui a la préfecture, le ministère de l'Intérieur comme client. Donc vous fournissez aussi des solutions, et c'est ce que disait Madame de France aussi, c'est que vous basez sur des outils qui vont aider le gendarme dans leur travail. Donc comment vous envisagez cette formation des ingénieurs pour leur inculquer ce cadre éthique finalement dans leur travail ? Déjà, donc, il y a... En fait, je souhaite revenir à un point que je pense qui est important, c'est que je pense, en fait, c'est un avis personnel, mais je pense qu'on a trop vulgarisé en fait l'IA. Et je pense que c'est très important en fait d'ailleurs en fait le sujet du salon, c'est démystifier l'IA. Je pense qu'on a besoin maintenant d'aller plus loin techniquement, c'est-à-dire qu'on doit avoir une culture IA. Et ça ne sera pas vraiment qu'à la portée des spécialistes, c'est-à-dire qu'on doit vraiment expliquer qu'est-ce que ça fait l'IA exactement, pour que le citoyen soit vraiment en connaissance en fait de ce qui est fait, quoi. Parce que toujours on a cette idée d'être fliqué partout, etc. Et après je peux vous donner plusieurs exemples en fait qui montrent que c'est le contraire. C'est-à-dire que l'IA, elle permet au contraire, en fait, elle peut être notre allié en fait politique. Je prends l'exemple de la vidéosurveillance intelligente. Vous savez, donc il y a des caméras partout en fait. On pense qu'on est surveillé, donc il y a toujours un agent qui est derrière le mur d'écran dans un centre de surveillance. Et l'IA, elle peut, au contraire, déjà, elle peut apporter de l'aide à la décision pour l'opérateur, mais c'est le contraire. Donc, avec l'IA, on peut éteindre les écrans. Je m'explique, c'est-à-dire on peut avoir des écrans noirs, et c'est l'IA qui va permettre en fait de solliciter l'opérateur lorsqu'il y a un événement pertinent qui va se produire. Donc on n'est pas obligé de fliquer tout le monde, on peut le faire avec l'IA, je ne vous cache pas ça. C'est-à-dire on peut avoir des caméras, suivre tout le monde, on a des algorithmes qui sont capables de faire ceci. Mais aussi, on peut faire autre chose qui est plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la détection d'anomalies. Je peux rentrer un peu dans la technique. Mais oui, vous pouvez nous parler du bus qui s'est mis en travers, je pense que c'est un bon cas d'exemple. Voilà, donc par exemple la détection d'anomalies, c'est-à-dire que je mets une caméra, donc vous avez des caméras qui nous surveillent, mais le mot surveillance, c'est quoi ? C'est-à-dire que
La caméra, elle est là pour apprendre en fait, ce qui se passe de ce qui est normal. Et lorsqu'il y a un événement qui est pertinent, ce qu'on appelle aussi anormal, c'est-à-dire un signal qui est faible, c'est là qu'elle va alerter. Donc on ne va pas préciser à la caméra ce qu'elle va chercher, mais c'est vraiment de l'aide à la décision, ce qui permet vraiment de réduire le nombre d'informations que l'opérateur doit en fait après regarder plus en détail. Je donne un autre exemple en fait pour tout ce qui est éthique, c'est-à-dire l'IA, par exemple, il y a pareil, donc je reviens au problème de la caméra, des caméras maintenant qui sont très sophistiquées. C'est des caméras surtout PTZ qui peuvent zoomer et lorsqu'on les déploie dans la ville, peuvent vraiment regarder à l'intérieur des appartements, etc. Donc avec l'IA, au contraire, on développe en fait des algorithmes qui permettent de masquer en fait les zones privées. Donc c'est là en fait un exemple où l'IA elle est là au contraire pour protéger la vie privée des gens. Donc, je peux donner encore d'autres exemples en fait, qui vraiment permettent de comprendre que l'IA, techniquement, ce n'est pas quelque chose en fait, qui est en train de fliquer, mais au contraire, qui est en train en fait, de préserver la vie privée. Je donne un autre exemple, en fait, si le temps le permet. Par exemple, le maintien à domicile des personnes âgées. On sait que la caméra, si on la met à l'intérieur, elle peut apporter beaucoup d'informations. Mais vraiment, l'utilisation, en général, elle n'est pas acceptée. Parce qu'on sait que c'est très intrusif. Je mets une caméra dans l'appartement, elle va envoyer de la vidéo, donc c'est ma vie qui est exposée. Alors que seulement avec l'IA, et ce qu'on appelle nous le edge computing, la caméra intelligente, elle peut, lorsqu'en fait elle est en train de filmer, elle peut traiter l'information, elle va envoyer l'information dans le réseau à un médecin que lorsqu'il y a un phénomène qui va se produire, c'est-à-dire que la personne tombe au sol, qu'il y a un malaise, etc. C'est là qu'on doit alerter en fait, le médecin. Donc il n'y a pas de vidéo qui sort de l'appartement, c'est que de l'information qui a été traitée. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça en fait, qu'on peut montrer que l'éthique, en fait, que l'IA, certes, elle peut être notre ennemi parce qu'on peut faire beaucoup de choses à l'IA, on peut croiser des informations, on peut fliquer les gens, etc. Mais aussi, elle peut être notre allié. C'est à nous de l'apprivoiser en fait pour ça. Et si je reviens à la question de départ, c'est comme ça en fait. C'est vrai que dans notre formation en fait des ingénieurs, etc. l'IA, certes, on leur donne en fait la technique. Donc ça, c'est important. C'est notre premier travail, notre premier devoir. Mais aussi en fait, on est très conscient. Je prends l'exemple de l'UTT, mais on allie, en fait, il y a l'aspect technique, mais aussi les SHS, en fait, tout ce qui est sciences humaines et sociales, qui permettent de rendre, en fait, les ingénieurs conscients, en fait, de l'aspect éthique des choses. OK ? Voilà. Et même, en fait, je termine avec ce point, et même, en fait, dans un laboratoire de recherche, on est aussi très conscient de ça. C'est-à-dire je dis, par exemple, une chaîne de traitement de la data, c'est-à-dire c'est une chaîne qui contient à la fois l'aspect technique, comment je traite la donnée, mais aussi l'aspect composante humaine et sociale, c'est-à-dire c'est quoi l'acceptabilité de ma solution, comment je peux la faire de manière éthique, etc. Donc je peux l'intégrer dans la chaîne du traitement de la data. Merci pour ces exemples, je pense que c'est très parlant pour tous. On prendra les questions à la fin de la session. Je reviens vers vous, Monsieur Avrinche, parce que la connexion marchera un petit peu mieux. En fait, tendez la perche, c'est sur les mécanismes de régulation, justement, dans ce rôle de l'État, hein, du régulateur. C'est parce qu'on a un code de la route qu'on peut rouler à peu près correctement, mais est-ce qu'il y a un code de l'IA en préparation qui sera ce cadre pour l'essor de cette IA éthique ? Oui, alors, tout à fait, je voulais effectivement rebondir en plus sur ce que disait Isan sur ces aspects régulation et maîtrise. Alors, il y a plusieurs instances de discussion ou de travail sur la définition d'exigences attendues associées à l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr l'AI Act, et donc on est en phase de trilogue qui doit permettre de converger entre la version du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne, qui envisage de réguler l'intelligence artificielle par les risques et en fonction des usages et d'applications à haut risque de l'intelligence artificielle, avec une neutralité technologique qui est présente dès le début de la réflexion sur la mise en place de cette réglementation européenne sur l'IA. Neutralité technologique, ça veut dire que, en fait, vraiment, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'IA est utilisée dans une application à haut risque, et si oui, on va vérifier qu'elle atteint un certain niveau de robustesse, de résilience, qu'on a bien analysé les biais associés au traitement automatisé par cette intelligence artificielle, et ce de manière indépendante de la technologie sous-jacente
qui permet d'automatiser ces tâches. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose, cette neutralité technologique, elle était très présente dans la version de la Commission européenne et du Conseil de l'UE. Et dans la dernière version, ce qui a été proposé, celle du Parlement, on s'est un peu éloigné de cet aspect neutralité technologique pour aller tenter de définir des exigences sur les modèles de fondation, sur les IA d'usage général et les IA génératives, même quand elles sont appliquées à des domaines d'application qui ne sont pas des applications à haut risque. C'est pas la position qui est défendue par la France. Nous, on pense que c'est vraiment, en tout cas dans le cadre de l'AI Act, on a besoin d'avoir un texte qui se concentre sur ce sujet de la sûreté de fonctionnement dans les applications à haut risque, parce que c'est une réglementation qui est en fait très attendue par l'écosystème. Les développeurs de dispositifs médicaux n'oseront pas mettre de l'IA dans leurs dispositifs médicaux tant qu'ils n'auront pas un cadre sûr sur lequel ils pourront s'appuyer pour obtenir le marquage CE, pour démontrer qu'ils ont fait leur maximum pour garantir la sûreté de fonctionnement de leur système d'intelligence artificielle. Et du coup, en cas d'accident, devant le juge, le fait d'obtenir le marquage CE par rapport à l'AI Act, ce serait une circonstance atténuante, alors que si on n'a pas cette réglementation sur l'IA, finalement, le développeur de dispositifs médicaux a une incertitude concernant le risque qu'il prend en cas d'accident associé à son dispositif médical. Donc, on avait vraiment un besoin urgent de réglementation sur ces applications à haut risque et on pense que si on s'écarte de ce sujet de la sûreté de fonctionnement dans les applications à haut risque, pour essayer de couvrir en cédant un petit peu au buzz ChatGPT qui vient d'outre-Atlantique pour essayer de couvrir d'autres sujets, en fait, on risque d'une part d'avoir des textes qui ne sont pas du tout opérationnels. Typiquement, si on voulait réguler toutes les IA d'usage général, je ne sais pas si vous connaissez le traducteur automatique en ligne qui s'appelle DeepL. DeepL est une IA d'usage général. Est-ce qu'on va imposer à DeepL de partager sa base de données d'apprentissage parce que c'est une IA d'usage général, même si DeepL ne vise pas du tout les applications à haut risque, on pense que ce serait négatif pour le développement de ces technologies d'intelligence artificielle. Et à l'inverse, on pense bien sûr qu'il faut les IA génératives qui sont utilisées par exemple pour faire du diagnostic médical de manière en langage naturel, ça c'est tout à fait une application à haut risque de l'IA. C'est un dispositif médical qui repose sur une IA générative, donc ça a totalement vocation à être couvert dans le cadre de cette réglementation européenne sur l'IA. Donc ça, c'est ce qui se passe sur la sûreté de fonctionnement. Et il y a d'autres instances ensuite. Bon, il y a bien sûr la CNIL qui s'occupe de la réglementation sur les données personnelles, du RGPD, le l'ANSSI pour les aspects cybersécurité, qui ne sont pas nécessairement ni les données personnelles, ni la cybersécurité propre à l'intelligence artificielle, bien qu'il puisse y avoir quelques exigences spécifiques. Et puis, il y a des nouveaux débats, des nouveaux sujets de discussion à l'international, notamment dans le cadre du G7, dans ce qu'on appelle l'Hiroshima Process. Donc, c'est toutes les discussions qui portent sur le risque que certains modèles de fondation génératifs, typiquement GPT-4, les solutions d'OpenAI, puissent générer des réponses lorsqu'on interagit avec ces IA qui permettent de concevoir, par exemple, des armes chimiques ou des virus de manière automatique, etc. Et ça, on pense, bien qu'en fait, ces systèmes ne sont pas conçus pour des applications à haut risque, il puisse y avoir un risque associé à l'utilisation de ces systèmes. Donc, il faut bien sûr aussi trouver une manière de maîtriser les sorties de ces technologies d'intelligence artificielle générative. C'est pas un sujet de sûreté de fonctionnement en lien avec l'AI Act, c'est un autre sujet. Et donc, on est en train d'essayer d'identifier les bonnes instances pour discuter de ça et avancer sur le sujet. Donc, très rapidement, il y a, et j'ai vu que Isan avait publié sur LinkedIn un post à ce sujet qui est très intéressant, qui récapitule bien les différentes instances. Donc, il y a le Hiroshima Process du G7, il y a des discussions au niveau de l'ONU, des discussions, il y a eu des engagements au niveau de la Maison-Blanche avec les principaux développeurs américains de ces IA génératives, ce qui a donné lieu à la mise en place d'un forum qui s'appelle Frontier Model pour justement poursuivre cette démarche de définition d'exigences attendues et de techniques d'évaluation de ces modèles de fondation. Il y a le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle pour lequel le président a annoncé le temps 2 lors du salon Vivatech le 14 juin. Donc, on travaille sur tout. Et il y a en Angleterre, début novembre, le AI Safety Summit qui dure, il me semble, quelques jours, 2 jours typiquement, qui traitera également de ces sujets. Donc, plusieurs instances dans lesquelles la France est présente pour avancer sur ces sujets de maîtrise de ces modèles de fondation génératifs.
Intéressant dans ce que vous dites, c'est que au-delà de l'aspect sécurité, tout ce fliqué, on se rend compte que c'est quand même un peu un fantasme, sachant qu'on est quand même dans un espace de droit et de loi, comme l'a précisé Madame de France. Ce que vous dites, Monsieur Avrin, ici, c'est que en fait, c'est la réglementation ne doit pas être frein au développement économique de ces IA-là, pour justement favoriser l'écosystème et le tissu économique local, représenté notamment par Monsieur Hichem Snoussi ici. Donc je pense là aussi on marche sur une ligne de crête. On avait dit sécurité et surveillance. Là c'est plutôt législation contre le développement économique. Ouais. Est-ce que vous voulez réagir sur ça? Si je peux encore réagir, alors que j'ai déjà été long, désolé. C'est carrément mon point est de dire que si on se concentre sur la sûreté de fonctionnement dans les domaines d'application à haut risque, en fait, contrairement à ce qu'on entend, non seulement la régulation ne bride pas l'innovation, mais je dirais même la régulation dans ce cas précis est une condition sine qua non d'innovation. Personne, aucun développeur de technologie d'IA dans les applications à haut risque n'aura envie de mettre sur le marché sa techno s'il n'y a pas ce cadre réglementaire. Parce que le risque serait beaucoup trop important en cas d'accident. Donc, on est typiquement, quand en fait la réglementation est bien pensée, en fait, c'est la meilleure manière d'accélérer les développements et les déploiements de technologies d'intelligence artificielle. Là, je rejoins tout à fait. Moi, j'aime bien parler de terreau favorable à l'innovation. Et la législation en fait partie. S'il n'y a pas de législation ou c'est un flou, aucun investisseur va miser de l'argent sur quelque chose qui peut être régulé demain et entraîner la mort de l'entreprise. Au contraire, de créer, et bravo à ce que vous faites, de faire ce terreau favorable par la loi, de faire un cadre qui permet cette émergence de ces technologies-là dans un cadre durable. C'est ça aussi l'idée derrière. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Madame de France. Vous disiez tout à l'heure, vous vouliez revenir sur la partie des objectifs. Je vous laisse développer peut-être ce point. Je vais réagir à ce que vient de dire Guillaume, si je peux me permettre. Cette logorée normative, parce que appelons quand même un chat un chat. On est sur une logorée normative. Ah, là, c'est l'Union européenne. Là, depuis 2017-2018, l'Union européenne s'est dit il va y avoir un énorme pacte numérique et on va faire des règles de droit sur tout le process. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit depuis 4-5 ans des lois. On nous pond des lois tout le temps. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Alors, si je peux me permettre juste cette précision, on est dans une guerre de normes et dans une guerre de récits. L'intelligence artificielle, au-delà du sujet technique, ce qui est essentiel, c'est la sémantique. Attention aux mots qui sont utilisés. Une intelligence artificielle ne décide pas, ne réfléchit pas. Pour moi, il n'y a pas question de contrôle ou de maîtrise, puisque en réalité, ça n'a pas été. Enfin, c'est l'objectif de l'Union européenne. Elle a décidé que tout se ferait sous le prisme humain et sous le contrôle humain. Attention aux mots qu'on utilise. Et puis, il y a effectivement une guerre de normes. Au-delà de ce que je raconte, le ministère des Affaires étrangères a acté cela, puisqu'elle a même dit que la norme était maintenant un instrument d'influence. Vous pouvez aller voir ça sur son site internet. Il y a même une stratégie jusqu'en 2028 sur la guerre des normes qui va se faire entre autres dans cet espace numérique. Et donc le sujet, c'est absolument passionnant. C'est entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, qui sera le premier à finalement à mettre un cadre juridique, puisque effectivement ça rassure les investisseurs. Donc par exemple, vous avez la Chine il n'y a pas longtemps qui a établi une réglementation sur l'IA générative. Les États-Unis aussi travaillent à ces projets-là. Bref, chacun se répond avec justement des objectifs juridiques. Juste ce petit point de précision qui, je pense, permet d'éclairer, puisque le sujet aussi, c'est de participer à démystifier le sujet. Le droit ne répond finalement qu'à 3 finalités. La première finalité, ce sont les individus, vous. La deuxième finalité, c'est la société, ensemble. La troisième finalité, ce sont les PME. Quand l'Union européenne a commencé à penser le cyberespace, parce qu'en fait, ce qui se passe là, on est un peu dans une zone de flottement parce qu'on est en train de réglementer le cyberespace. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est en train de déterminer quel est le rôle et la fonction de l'État dans un territoire numérique nouveau.
Et donc, quel est le lien avec les entreprises? Quel est le lien entre les nations? D'où l'intérêt de discussion sur le Web 3, d'où l'intérêt de discussion, effectivement, sur l'enjeu de la sécurité, parce que ça démontre aussi la place de l'État dans un territoire numérique qui est en train de se créer. L'Union européenne avait dit, RGPD, ce qui compte, moi, ce sont les individus. La Chine a dit autre chose, elle a dit, moi, ce qui compte, c'est la collectivité. Parti communiste, bien évidemment, on ne s'en étonnera pas. Les États-Unis, elle, pas du tout la même finalité. Elle a dit, d'abord, moi, ce sont les entreprises. Est arrivé ensuite le sujet de l'intelligence artificielle, et là, on change de scope. Les États-Unis, avec l'arrivée de Biden, entre autres, enfin de Trump et ensuite de Biden, a dit, ok, c'est bien, on a valorisé les entreprises, l'écosystème et tout, économique, très bien. Maintenant, on va s'occuper des droits de la donnée personnelle, donc des individus. L'Union européenne, elle a dit, au moment de réglementer l'intelligence artificielle, elle a dit, je vais m'occuper des gatekeepers, des grandes entreprises, mais en fait, mon souci principal, ce sont les PME, puisque c'est ce qui constitue, en fait, finalement, le marché unique européen. À tel point que, si vous lisez le discours de l'État de l'Union qui est sorti cette semaine, il va bientôt y avoir un représentant PME au sein de l'Union européenne, à la Commission européenne. Extraordinaire. Je trouve ça génial pour les PME, parce qu'il y a un vrai sujet, au-delà de la logorée normative, de la simplification administrative. Comment vous, PME, vous avez déjà le RGPD, vous avez déjà plein de réglementations. Comment vous allez effectivement voir que vous allez vous en sortir avec cette AI Act? La question que se posent les PME, c'est exactement la question que se pose le gendarme. Plus on n'est pas contre la logorée normative, loin de là, puisqu'en fait ça cadre notre action, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde a effectivement à la même enseigne. En revanche, attention quand même à tous ces projets de réglementation qui font qu'à un moment donné, on étouffe en fait de ces réglementations et que ça va paralyser l'action. Paralyser l'action, ça veut dire quoi pour un gendarme? C'est être moins réactif et donc ne pas pouvoir répondre au moment où la menace se présente, ne pas pouvoir répondre tout de suite. Troisième point, pour la Chine, alors elle, il y a toujours eu le sujet de la collectivité, ça ne changera pas, sauf qu'elle a serré effectivement les coûts des entreprises, et surtout, bien évidemment, il faut lire le standard China 2035 de la Chine. Hein. Ça fait maintenant 10 ans, 15 ans qu'elle a dit qu'elle imposerait finalement ses vues sur le numérique dans cet espace numérique à travers les standards et les normes. Donc ça, il faut bien comprendre dans quel écosystème vous êtes. On est en train de se retrouver. Ça se joue là-haut, effectivement, une guerre normative. Voilà. Tout le sujet je finirai juste ça, 2023, 2024, dans cette compétition, puisque nous sommes tous compétiteurs, nation, l'objet du Web 3 avec la décentralisation, typiquement, est-ce que la souveraineté va à la nation? L'État et les entreprises. Le vrai sujet, effectivement, c'est de savoir exactement comment on va décliner ces réglementations pour ne pas... C'est génial d'accompagner l'innovation, mais il ne faudrait pas la paralyser parce qu'il y a un problème de cohérence juridique. Donc il faut vraiment veiller à ça au sein de l'Union européenne. Voilà. Désolée, j'ai été longue, mais j'insistais pour apporter cette petite précision. C'est passionnant et je pense que tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle pourront que vous applaudir sur cette volonté normative, réglementaire nécessaire, on a vu à l'éclosion, et en même temps non paralysante. Professeur, je me tourne vers vous. En fait, ce que disait Madame de France sur l'importance de la donnée, finalement, et de réussir à la capitaliser, comment on peut faire pour partager justement ces données et en même temps de conserver leur confidentialité? On parlait de RGPD à l'instant. Merci. Je pense que c'est une très bonne question et je vais dans le sens d'Oïsens. En fait, dans le sens où c'est vrai que la réglementation, moi, de point de vue technique, parfois, je pense qu'on se trompe de cible. C'est-à-dire qu'on cherche parfois à faire de la réglementation, mais sans maîtrise en fait, de l'objet de l'IA. Ce qui est un peu nouveau maintenant, c'est que peut-être avant, on avait l'habitude de faire des réglementations, mais là, ce qui est nouveau avec l'IA, c'est qu'il y a un objet technique qui est en train d'évoluer, en fait, et je pense parfois on n'est pas conscient de cette évolution. Je reviens à la question de la data. Moi, je trouve qu'à une certaine période, on assimile toujours en fait, l'IA à la data. On dit, voilà, l'IA, elle marche bien parce qu'on a beaucoup de données, et il y a une sorte en fait, d'assimilation de l'IA à la data. Et ça, maintenant, c'est faux. C'est plus le cas. C'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle tendance en fait, dans l'IA
où la data, en fait, ok, certes, elle est intéressante pour initialiser en fait un algorithme en fait qui va faire de l'IA, mais après la tendance c'est vraiment pour imiter le raisonnement du cerveau humain et son fonctionnement. L'IA c'est plus la data. L'IA en fait c'est la capacité maintenant à extraire de l'information à partir de la donnée. Et on n'a plus besoin vraiment de la donnée comme c'était le cas avant. Je donne des exemples. Avant, par exemple, pour reconnaître un objet, je vous dis j'ai besoin beaucoup de données, beaucoup d'images, et qui sont des images qui sont annotées pour reconnaître un objet. Et c'est vrai qu'on a besoin de milliers d'images, on entraîne le modèle pour qu'il soit en fait en capacité. Après, je change d'objet et je change des photos de chat, j'envoie des milliers de photos de chat et après, c'est reconnaître un chien. Voilà, après un chien, j'envoie des milliers de chiens pour distinguer les deux. Sachant que la machine, elle a un peu de difficulté à distinguer les deux. Alors que le cerveau humain, rapidement, il peut distinguer les deux. Alors que maintenant, donc, avec ce qu'on appelle l'IA en fait, générale, c'est-à-dire on est en capacité de bien extraire l'information. J'ai plus besoin de milliers d'images, seulement de quelques références et je peux distinguer les deux. Et c'est ce que fait le cerveau humain. Peut-être que le cerveau humain, au départ, il a eu besoin en fait, de données en fait, pour apprendre. Mais à un certain moment, il n'a pas eu besoin de beaucoup de données pour apprendre parce qu'il a la capacité de bien extraire l'information. Et même en fait, sur des données qu'il n'a pas vues longtemps, il est en capacité de les distinguer. C'est exactement la tendance maintenant. Donc c'est avec les travaux récents aussi de Yann LeCun, etc. C'est exactement la tendance. C'est de bien représenter les données. Et dans ce cas, après, on peut adapter l'IA à plusieurs cas d'application. Et dans ce cas, c'est complètement différent d'avant. C'est-à-dire avant, lorsqu'on fait, on va voir un client pour lui proposer une solution, la première question qu'il pose, voilà, mes données, vous avez besoin de mes données, mes données sont privées, mais après il change, il veut vendre ses données, etc. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on a la capacité de déployer d'une IA très efficace avec très peu de données et les données qui restent chez le client. On n'a pas besoin de les partager. Voilà. Merci pour cette précision, ce qui fait, je pense, le pont tout à fait opportun avec le Web3 qu'on verra demain, de reprendre la possession de ces données à titre personnel, et c'est pas chez un tiers, ça nous appartient vraiment. On arrive à peu près au terme de cette table ronde. Est-ce que vous voulez réagir, je ne sais pas, Monsieur Avrin, sur ce qui a été dit, un mot de la fin peut-être? Effectivement, j'ai noté beaucoup de points extrêmement importants pour alimenter la stratégie nationale pour l'IA, notamment, je pense qu'il faut absolument que sur la partie normative et réglementaire, on soit efficace. On simplifie, on réduit le nombre d'instances et de textes qui permettent de cadrer les usages de l'intelligence artificielle. Et par contre, sur ceux que l'on retient, on maximise l'efficacité du texte pour les besoins de notre écosystème national et en particulier de nos PME. Donc, je pense qu'il y a aussi, ça a été en partie évoqué, mais il ne faut pas oublier que la mise en conformité par rapport aux exigences réglementaires européennes, elle se fait via la définition de normes harmonisées qui sont définies dans les commissions de normalisation auxquelles peuvent participer toutes les entreprises, y compris les PME. Donc finalement, c'est directement les acteurs économiques qui définissent la lourdeur des processus d'évaluation de conformité par rapport à ces exigences européennes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut bien sûr que ces normes harmonisées ne nous soient pas dictées par des acteurs extra-européens qui n'auraient pas nécessairement les mêmes intérêts que notre écosystème d'entreprises nationales et européens. Donc, c'est important de participer à ça. Sur la maîtrise de la donnée, il s'avère en plus que nos acteurs, si on pense uniquement à l'IA générative et au modèle de fondation évoqué par Hichem, il s'avère que nos meilleurs acteurs positionnés aujourd'hui sur le sujet, enfin en tout cas les champions les plus identifiés, les plus visibles, Layton et Mistral sur les LLM, se positionnent justement sur du fonctionnement on-prem. C'est-à-dire que on ne fait pas sortir la donnée, on ne la met pas dans le cloud, ce qui permet de garantir la maîtrise des données industrielles ou médicales qui sont utilisées pour fine-tuner ou en phase d'inférence pour utiliser la technologie d'intelligence artificielle. On a également pas mal d'acteurs qui se positionnent sur les aspects plutôt évaluation. On peut penser par exemple à Giscard, qui a développé des bibliothèques open source pour l'évaluation des LLM. On a des travaux notamment également au LNE et dans le cadre de ce qu'on appelle au niveau européen les Testing and Experimentation Facilities for AI, avec ça va de la définition des métriques et des protocoles d'évaluation jusqu'à la réalisation de services de tests et d'expérimentation
d'expérimentation de technologies d'intelligence artificielle. Donc, on a finalement un écosystème de confiance qui est assez bien développé sur le territoire national et européen pour accompagner à la fois la mise en conformité de ces technologies d'intelligence artificielle et en même temps la maîtrise de leur usage et des données associées à leur fonctionnement. Donc finalement, c'est positif. Je pense qu'on a pour terminer sur une note positive, justement, je pense qu'on a tout pour réussir dans cette course au déploiement, au déploiement efficace et bénéfique de l'intelligence artificielle. Merci pour ce mot. Effectivement, je pense que vous avez raison de se dire aussi, c'est un maillage en fait. On n'est pas tout seul. On a besoin les uns des autres de travailler en équipe pour réussir à faire cette IA à la française ou à l'européenne. On pourrait dire une troisième voie, comme j'aime dire. On n'est pas américain, on n'est pas asiatique. On a cette troisième voie qui nous appartient, qui nous est propre, qui est liée à notre culture. Donc effectivement, ce premier point. Et il y a un autre point aussi, j'ai beaucoup apprécié, c'est de se dire en fait, les PME sont impliquées dans le processus décisionnel. Les PME font partie des personnes consultées pour écrire la loi. C'est un peu comme d'aller voter finalement. Si vous n'avez pas voté, des gens décideront à votre place. Et là, vous faites allusion, je pense, aux lobbies qui sont extrêmement puissants et qui sont présents dans ces discussions et qui font peut-être le travail ou en tout cas sont là à notre place parce qu'on a une voix faible ou qu'on ne veut pas s'intéresser à ces questions. Madame Dessens, faire un petit mot de conclusion aussi. Dans la droite ligne de ce que vient de dire Guillaume, je dirais qu'on a un peu tout ce qu'il faut, quoi. Moi, j'ai vu au sein de la gendarmerie, on a su attirer des talents du numérique, des jeunes qui sortaient qui ont fait leur alternance au sein de la gendarmerie, qui sortaient d'écoles d'ingénieurs, et ce sont eux, par exemple, qui ont gagné le prix de la dernière application de la gendarmerie sur la détection de deepfake. Voilà, donc on a ces talents du numérique, il faut savoir les garder et ça se paie. Voilà, tout simplement. Ensuite, je dirais que les PME, tout comme institution, nous sommes des entrepreneurs de normes. Donc ça rejoint effectivement ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que là, l'AI Act, enfin la réglementation sur l'intelligence artificielle, va favoriser ce qu'on va appeler les expérimentations en conditions réelles. Vous pouvez d'ores et déjà être accompagné par la CNIL pour faire des expérimentations sur vos développements d'IA pour voir si c'est bien conforme à la loi, en tout cas pour l'instant le RGPD. Mais il va falloir effectivement intensifier toutes ces expérimentations en conditions réelles. C'est important puisque la réglementation est sur l'usage. Et peut-être petit point là-dessus, elle est sur l'usage parce que pourquoi ? En fait, on n'a pas expliqué pourquoi, mais pour un juriste, en fait, on ne pouvait pas réglementer sur la technique de l'intelligence artificielle puisqu'on ne savait pas. En fait, on ne sait toujours pas ce que c'est. Ça n'a toujours pas été défini. Ouais. Et puis, on ne savait pas, en fait, on n'arrivait pas à trouver des critères techniques bien déterminants pour apposer des critères juridiques. En revanche, on savait quels usages on ne voulait pas. Ça, c'est quelque chose de très, très humain. On sait toujours ce qu'on ne veut pas. En revanche, on sait moyennement ce qu'on veut. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette réglementation sur l'usage. Donc, il faut que ces entreprises-là, ces PME à qui cette AI Act est vraiment destinée, participent justement à éclairer ce débat, ce débat sur l'usage. Dernier mot, parce que là-dessus aussi, ça me tient à cœur, parce que ça correspond au débat démocratique. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a 2 ans auprès de la société européenne en disant « En qui avez-vous confiance dans le numérique ?» Eh on aurait pu dire peut-être les GAFAM ou... Non, pas du tout. Les PME et des institutions de force de sécurité. Alors moi, j'ai envie de dire gendarmerie nationale, mais c'était pas exprimé comme ça. Mais bon, allez, je prends mes désirs pour des réalités. Pourquoi les PME ? Parce que en fait, c'est un acteur de proximité. Ce qui est intéressant dans ce sondage qui a été fait, c'est pourquoi ? Parce que vous êtes des acteurs de proximité et donc vous favorisez en fait la discussion, la capacité à éclairer sur ce qui est vraiment l'IA. L'IA qui est au service de besoins opérationnels, qui est au service de besoins économiques et qui est au service de besoins sociétaux. Du coup, plus que toute autre entreprise, vous avez effectivement cette vocation et la France doit porter cette ambition justement de vous aider à participer à éclairer et assainir ce débat aux côtés d'institutions qui ne sont
qui ne bouge que pour finalement l'intérêt général. Voilà. Merci. Professeur, le mot de la fin. Mon mot de la fin, je vais reprendre le slogan du salon qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est démystifier l'IA. Je trouve que c'est vraiment un mot qui est très important, j'ai dit à plusieurs reprises. Je pense très important dans les débats que sont entre les juristes, la réglementation, le citoyen, le grand public. C'est très important de démystifier l'IA, et de toucher techniquement, voir comment ça fonctionne, c'est quoi la tendance techniquement. C'est-à-dire, on va au-delà de la vulgarisation et ça, je pense, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. On a des ateliers justement pour montrer comment ça fonctionne, d'aller au plus proche de ces peut-être fantasmes. En tout cas, j'espère, pendant cette table ronde, on est parti au début de quelque chose d'assez mystérieux, mystique, peut-être qui pouvait faire peur. On se rend compte que on a l'administration, on a la chance, moi je dirais vraiment la chance de vivre en France. En Europe, plus largement, d'avoir des administrations aussi qui sont là et qui cherchent notre bien. Et je pense que c'est bien de le dire, on n'est pas dans tous les pays du monde d'avoir cette même chance-là. Et puis, pour résumer ce qui vient d'être dit aussi, c'est que finalement fantasme de l'IA, la surveillance, c'est pas trop ça la question, c'est la réglementation. Et la réglementation au service des PME, qui sont celles dans lesquelles nos citoyens ont le plus confiance. Merci à vous pour votre participation. On va prendre peut-être une ou deux questions. Oui. Comme ça, on va enregistrer la question sur la vidéo, ça sera mieux. Bonjour à tous. Alors, en fait, j'ai une question par rapport au contrôle. Effectivement, vous dites que, je prends l'exemple des PME, les PME, elles ont vraiment le contrôle absolument sur rien, puisqu'elles vont utiliser des systèmes de paiement comme Visa, Mastercard, PayPal ou Stripe. Elles vont utiliser des systèmes comme Google pour faire de la publicité. Tout ça, c'est des entreprises américaines. Les sièges sont situés aux États-Unis. Les serveurs, les données sont tous aux États-Unis. Et en fait, la NSA, le FBI font absolument ce qu'ils veulent. Et ça a été clairement prouvé, révélé, parce que quand Wikileaks et Julian Assange ont révélé ça, ils ont été assignés à résidence pendant plus de 10 ans. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que la gendarmerie nationale et l'IA peut faire si des entreprises américaines fournissent des services à des entreprises, à des citoyens français, et que vous n'avez pas la possibilité de contrôler, à moins que vous pouviez peut-être cryptographier, parce qu'on ne peut rien faire contre la cryptographie, mais comment vous pouvez protéger les citoyens français face à des grandes entreprises américaines qui contrôlent déjà tout ce qu'on fait ? Je pense que la question est pour vous, Madame Desfrances. Je pense qu'elle est aussi pour Guillaume, non ? Guillaume, réponse conjointe. Est-ce que tu veux commencer ou pas ? Non, c'est pas évident comme question. Moi, je pense que, j'ai pas envie de répondre à côté, mais ce que je dirais, c'est que, en fait, il y a un certain nombre de données, qu'elles soient issues de nos PME ou de l'administration ou autres, qui sont des données qui représentent un caractère stratégique que l'on ne peut de toute façon pas partager avec les acteurs extra-nationaux ou extra-européens. Et donc l'objectif, je pense qu'il faut absolument que l'on dispose sur le territoire national d'alternatives, au moins une ou deux, aux principales briques techno de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, justement, pour au moins ces sujets stratégiques ou régaliens, ne pas dépendre, conserver totalement la maîtrise sur la donnée. Et tout ce qui est le travail qui a été fait sur le cloud avec Secnum Cloud, par exemple, ça va aussi c'est dans cet esprit-là. Maintenant, effectivement, déjà, toutes les données ne représentent pas un caractère stratégique, et effectivement, il faut choisir ces batailles. En tout cas, il faut concentrer nos efforts pour emporter les zones d'intérêt les unes après les autres. Et peut-être que sur les applications qui sont moins stratégiques, pour lesquelles on a visiblement une dépendance ou on n'a pas nécessairement recours à des solutions françaises pour nos besoins. Bon, ça fait partie aussi du jeu, quoi. C'est à nous, à la limite, je dirais, de sortir des applications concurrentes qui fonctionnent bien. Mais en tout cas, les enjeux de souveraineté sont moins importants, d'autonomie stratégique sont moins importants. Donc surtout, faisons attention aux solutions qu'on utilise en fonction de la donnée qu'on a envie de traiter. N'envoyons pas typiquement, il y a eu beaucoup de débats sur ChatGPT. N'utilisez pas la version gratuite de ChatGPT pour aller prompter l'IA avec des données qui appartiendraient à votre entreprise ou qui seraient des données personnelles, ou etc. Ça, c'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, maintenant, OpenAI indique sur sa plateforme que de toute façon, ces données seront réutilisées pour améliorer les performances du modèle. Donc clairement, on a une perte de contrôle sur cette donnée.
Donc voilà, faut pas le faire. Après, il y a une version payante où on maîtrise, au moins on a la garantie, c'est une promesse de la part d'OpenAI que les données ne seront pas réutilisées pour l'entraînement du modèle, et le niveau de sécurité. Je vous interromps, mais c'est une promesse écrite, mais c'est très dur d'aller vérifier ça. Ah, vous m'avez perdu Non, pas du tout. C'est qu'on ne pouvait pas vérifier en fait. On doit leur faire confiance. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc c'est pour ça que moi je dirais carrément, si vraiment on est sur un sujet critique, il faut recourir à des solutions dont on maîtrise totalement les traitements, quitte à effectivement investir dans quelques GPU pour faire tourner les calculs d'inférence de certains LLM pour les besoins de nos collaborateurs, par exemple. Je pense qu'après ça, il faut vraiment l'apprécier au cas par cas en fonction de la criticité du sujet. J'espère que compléter la réponse. Au moins en partie à la question. Oui, rapidement, effectivement. Vrai sujet. Après, il y a une très belle coopération européenne entre forces de sécurité. Donc, si vraiment il y a une énorme escroquerie, enfin, je veux dire, il y a toute l'Union européenne et les forces de sécurité de l'Union européenne qui essaient de démanteler ces grosses escroqueries. Après, cette question, elle me semble essentielle parce que, effectivement, est-ce qu'on maîtrise tout le process, quoi ? Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Et du coup, non, on n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça, du reste, que il a été mis en place des réglementations comme le Digital Market Act ou le Digital Service Act, justement pour dire, arrêtons de laisser la place libre à ce qu'on appelle des gatekeepers, des grosses entreprises comme ça. Justement, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut que l'Union européenne puisse donner le choix à ses citoyens européens. Ça, c'est une évidence. C'est un vrai sujet de souveraineté. Alors, Guillaume, qui est notre coordinateur national, travaille justement à ça, à cette stratégie nationale. Et donc, moi, je suis assez positive. On a, à mon avis, déterminé quels étaient effectivement tous les enjeux, dont celui qui est pour moi le plus fort, c'est de ne pas franchement avoir le choix. Et du coup, effectivement, il faudra que ça le devienne d'ici 1, 2, 3 ans et qu'on puisse en fait choisir librement avec l'entreprise avec laquelle on aimerait travailler, surtout dans le milieu bancaire, ça c'est sûr. Merci beaucoup, c'est la fin de ce panel. Merci à nos intervenants, merci Monsieur Avrin, merci Madame de France, merci Monsieur Echel. Merci beaucoup à tous.